Oui, c'est une question, intéressante, tout à fait logique, que je me suis beaucoup posée avant d'écrire. Il y a une réponse de premier étage qui est parce que j'ai été sollicitée par l'éditeur. Et ça, c'est l'impulsion que m'a donnée la vie, en fait, parce que, je me serais pas, lancée là-dedans si, ils n'étaient pas venus me solliciter. Donc vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Mais quand j'ai reçu leur sollicitation où ils me proposaient d'écrire un livre ou de coordonner un livre, je me suis dit, la première réaction, c'était: «Bah non, bah non, non, ils se sont trompés, c'est pas enfin voilà, c'est pas moi qui écris des livres, il y a des gens sérieux, intelligents, qui savent plein de choses, qui écrivent des livres». Puis après, je me suis dit: «Bon, tais-toi». Là, j'ai reconnu quand même une de mes petites voix, intérieures et je me suis dit: «Est-ce que j'ai des choses à dire?» Et là, je me suis revue, à chaque fois qu'on me pose des questions sur mon travail, j'ai plein de choses à dire, en fait. Je me suis dit: «Oui, j'ai des choses à dire». Il y a plein de choses que j'ai envie d'expliquer, que j'ai besoin d'expliquer pour, voilà. Et je me suis dit: «Oui, souvent, j'ai plein de choses à dire». Et puis, est-ce que j'ai envie de les écrire? Oui, j'ai envie de les écrire parce que j'aime bien écrire. C'est un truc que je sais faire et que je sentais que ce message-là, il était important pour moi de le faire passer de la meilleure façon et que le mettre dans un livre, c'était, atteindre beaucoup plus de monde, expliquer à beaucoup plus de personnes ces choses, qui me tiennent à cœur et dont je suis convaincue et qui me paraissent fondamentales pour atteindre le plein épanouissement. Oui, très important. Cette notion du plus grand nombre, c'est très important. Ça fait partie des choix. J'ai fait un certain nombre de choix assez, assez clairs et assez radicaux quand je me suis lancée dans l'écriture de ce livre. Et la première question, c'était à qui je m'adresse. Et je voulais exclure personne. Donc, je témoigne de mon activité de professionnelle, d'un point de vue professionnel. Donc, je m'adresse évidemment plus directement à des gens qui font un métier d'accompagnement. Mais la vérité, c'est que je voulais que ce message il soit disponible pour toutes les personnes qui potentiellement ont besoin d'être accompagnées, c'est-à-dire tout le monde, parce qu'on a tous besoin, on a tous une zone de notre vie qui est souffrante, on a tous un domaine où on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, où on a l'impression qu'on sait ce qu'on devrait faire et qu'on n'y arrive pas et qu'on s'en veut parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de nous-mêmes. Et ça concerne 100% de l'humanité. Enfin, en tout cas, ça concerne 100% des gens que j'ai été amenée à rencontrer jusqu'à présent dans ma vie. Donc oui, c'était important pour moi de n'exclure personne. Et du coup, j'ai fait vraiment attention dans la formulation de, que ce soit compréhensible par tous. Et ça complique l'exercice, hein, mais et en même temps, c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je sais faire, je pense, c'est, rendre, simple, des choses difficiles, des choses compliquées. C'était vraiment ça a été pour moi un exercice de digérer les idées pour, faire en sorte qu'elles soient, compréhensibles par le plus grand nombre de personnes possible. Et d'utiliser un vocabulaire, simple, de pas jargonner. Moi, c'est toujours un peu frustrant pour moi de lire des livres, remplis d'une grande intelligence et de plein de connaissances et d'avoir l'impression que je peux pas y accéder parce que c'est trop compliqué la façon dont c'est écrire. Donc j'ai fait très attention à pas faire ça. Parce que pour moi, c'est le pilier. C'est justement ce qui me manque dans cette notion de connaissance intellectuelle. Moi, j'ai été élevée, dans un environnement très intellectuel avec beaucoup d'idées. Je suis passionnée par la connaissance et par les idées, par la recherche et par la science. Et je pense que ce qui m'a manqué, sur lequel j'ai mis des années à mettre le doigt, c'était de raccorder toute cette connaissance avec l'émotion, avec qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi. Et je pense que j'ai mis des années à rencontrer, à reconnaître plein d'émotions qui se passaient à l'intérieur de moi et que je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait. Ça m'aidait dans la relation avec le monde extérieur, dans la relation avec les gens, dans la relation avec moi-même, dans la construction de moi, dans ma construction professionnelle. Et donc pour moi, c'est une clé. C'est une clé et je pense que c'est une clé universelle. En tout cas, je ne peux pas accompagner des gens sans les accompagner vers leurs émotions parce que j'aurais l'impression de leur mentir. Ah, j'adore cette question. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai illustré mon livrage? Alors en fait, quand j'ai écrit ce livre, les gens m'ont demandé comment ça s'appelle. Et alors je ne savais pas répondre à cette question. Il a fallu, la sortie du livre a été beaucoup retardée à cause du covid et tout. Et en fait, il a fallu tout ce temps-là, je pense, pour que je décante
tout ce travail d'écriture. J'ai vraiment essayé de me dire, c'est quoi le message principal? Si j'ai envie que les gens retiennent une seule idée, parce que je me rends compte qu'il y a il y en a beaucoup des idées dans mon livre quand même, je pense que je donne beaucoup de notions. Mais si j'ai envie que les gens en retiennent une seule, c'est quoi? Et c'est l'image de l'iceberg que j'utilise au début dans la première partie du livre qui est revenue. D'ailleurs, j'ai eu besoin de faire le dessin pour illustrer vraiment cette image. Et je me suis dit, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de vouloir réparer ce qu'on voit au-dessus de la surface, parce que souvent, on ne fait que renforcer le problème. Il faut aller regarder ce qui se passe sous la surface. Par ailleurs, moi, je suis écologiste depuis longtemps. J'ai des convictions écologiques, donc le sujet des icebergs me préoccupe beaucoup. Mais c'est vraiment ce truc de tout ce qu'on ne voit pas et qui est important, qu'il faut prendre en considération, que j'avais envie de faire passer comme message. C'est-à-dire que si mon appartement n'est pas rangé, ce n'est pas forcément parce que j'ai besoin qu'on m'apprenne à ranger. C'est aussi peut-être parce qu'il y a une partie de moi qui a vraiment besoin d'être dans le bazar, parce que ça me rassure, parce que ma grand-mère, elle était bordélique et qu'elle me manque terriblement, ou parce que j'ai une tellement mauvaise image de moi que je ne peux pas présenter un intérieur rangé alors que j'ai besoin de montrer aux gens à quel point je suis mauvaise. Enfin, d'aller voir toutes les raisons indirectes qui pourraient me mettre en échec. Parce que quand on donne des recettes à quelqu'un, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au sujet du poids, du surpoids et des régimes amaigrissants. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence dans la façon dont on présente ça dans notre société. C'est-à-dire que tu n'as qu'à manger comme ci, comme ça, tu vas résoudre ton problème. Et la personne, elle est convaincue qu'elle va manger comme ci, comme ça, et qu'elle va résoudre son problème. Et que comme elle est toujours grosse, c'est de sa faute, qu'elle n'y arrive pas. Et on rajoute de la culpabilité et de la honte. Et moi, j'ai envie d'aider les gens à se soulager de leur culpabilité et de leur honte. Et pour ça, il faut arrêter de donner des recettes toutes faites. Il faut aller regarder quelle est la réalité. Et la réalité est toujours beaucoup plus complète, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus intéressante, passionnante que ne pas savoir appliquer une recette toute faite. Donc, je me suis dit, c'est ça. Si j'ai envie que les gens retiennent une idée, et je trouvais que l'image de l'iceberg, c'était l'image qui me permettait de véhiculer le plus simplement cette idée-là. Oui, c'est joli comme question. Qu'est-ce qui se joue sous la surface? Pour moi, tout se joue sous la surface. Tout ce qui est intéressant se joue sous la surface. Je pense que je suis quelqu'un de curieux, donc j'aime aller rencontrer les mystères. Et tout ce qui se joue sous la surface et auquel on ne peut pas accéder directement, c'est mystérieux. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais c'est aussi tout ce que j'ai rencontré de moi qui était sous la surface et que j'ai pu vraiment découvrir combien c'était précieux, combien ça m'a permis d'avancer dans ma vie. Sous la surface, il y a toutes les blessures trop profondes pour qu'on puisse les rencontrer sur le moment, donc on les enfouit. Sur la surface, il y a aussi tous nos élans naturels qu'on a été obligé de réfréner parce que ça dérangeait notre environnement quand on était petit. Donc, il y a tous nos talents, il y a toutes nos incohérences. On essaie d'être logique, de présenter une façade cohérente au monde extérieur. Mais en fait, on est hyper ambivalent. On est rempli d'un milliard de personnalités différentes. Donc, on a tout rangé là-dessous. On a tout mis sous la surface. C'est dingue tout ce qu'on peut rencontrer sous la surface. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier d'accompagnante, c'est... Enfin, je pense que, par exemple, je fais une digression, mais à mon avis, toute l'essence de la création artistique, elle prend racine sous la surface. Et on n'a pas forcément besoin d'aller comprendre pourquoi et comment. Simplement, c'est les nutriments qui vont passer dans les racines de l'arbre qui vont faire qu'il va y avoir des fleurs magnifiques qui vont être les œuvres produites par une personne. Ça, si ça nous touche, c'est que ça vient du tréfonds de son iceberg à elle, du tréfonds de ses émotions, de son vécu, de tout ce qu'elle ne peut pas nommer autrement. Et donc, moi, pour en revenir à mon métier en tant qu'accompagnante, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, quand elle arrive et qu'elle est en demande d'accompagnement, elle a une plainte. Il y a quelque chose qui la dérange, quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est comment on va aller sous la surface, à l'aveuglette, avec les mains, chercher des morceaux, trouver des trucs qui vont permettre d'apaiser la frustration déjà, de ne pas être comme on a envie d'être, de ne pas réussir à faire ce qu'on aimerait faire, et puis petit à petit, de trouver des clés qui vont permettre qu'on puisse changer, se donner un autre rapport avec nous-mêmes et manifester autre chose.
J'adore ça, voir les gens se transformer. Et si on ne va pas récupérer ce qu'il y a sous la surface, on ne peut pas se transformer. Jung, Freud parle de l'inconscient, évidemment. Donc, c'est tout ce qu'on a refoulé, hein, c'est tous nos désirs, tout ce qui n'était pas acceptable dans le monde dans lequel on a grandi, tout ce qu'on ne pouvait pas exprimer. Et Jung parle de l'ombre. Donc, l'ombre, c'est vraiment tout ce qui de nous est terrifiant, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on ne peut pas regarder en face de nous. Et dans notre ombre, il y a toute notre personnalité, il y a tous nos potentiels créatifs. Donc, aller regarder, c'est un peu comme dans les contes pour enfants, aller dans la forêt, quoi, aller dans ce qui fait peur. C'est passionnant parce qu'il y a plein de trésors à aller déterrer dans la forêt. Est-ce qu'il faut aller voir ce qui fait peur pour pouvoir s'épanouir? Moi, je me méfie beaucoup du « il faut ». Et c'est aussi un truc qui me... Je m'intéresse beaucoup au développement personnel, mais je me méfie beaucoup de tous ces « il faut ». Il faut faire ci, il faut faire du yoga, il faut faire du ceci, il faut faire de la méditation, il faut machin, il faut truc pour être bien. Et à la fin, finalement, on s'enferme dans une montagne d'obligations et il n'y a plus de naturel. Donc, est-ce qu'il faut aller voir ce qui nous fait peur? Parfois, il faut pas. En tout cas, on peut. Et quand on le fait, quand on sent que c'est juste, quand on sent que ça devient nécessaire à un moment parce qu'il y a quelque chose qui pousse trop fort à l'intérieur de nous, c'est toujours fructueux. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas se forcer non plus. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui nous font peur et c'est juste que ce n'est pas le moment, on n'y va pas. Oui, c'est important de donner du sens à notre action, mais le sens, il ne vient pas forcément avant l'action. Des fois, on fait quelque chose et on sait pourquoi on le fait. Et des fois, on fait quelque chose, on ne sait pas pourquoi on le fait, et après coup, on comprend pourquoi on l'a fait. Et c'est important de se donner cette liberté-là aussi. Dans mon livre, je parle de l'intuition. Une intuition, c'est un truc qui pousse à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas véhiculé forcément par un sens conscient et explicite sur le moment. Donc, si on se limite pour agir aux choses qu'on peut expliquer, aux actions qu'on va pouvoir expliciter et faire valider par le monde extérieur, on se limite beaucoup trop. Des fois, il faut faire des choses parce qu'on sent et on comprend après coup pourquoi il fallait les faire, quel sens ça avait. Donc, moi, je suis quelqu'un qui cherche du sens, donc j'ai toujours envie de mettre du sens, mais n'utilisons pas non plus cette recherche du sens pour nous freiner ou pour nous enfermer. Parce que parfois aussi, donner du sens, ça a un côté un peu pervers qui est rechercher une validation extérieure. C'est-à-dire que quelque chose, je vais essayer d'expliquer pourquoi je fais ça pour que les autres me disent « Ah oui, tu as raison de le faire ». Et si j'ai besoin d'aller chercher ce regard des autres qui me disent « Oui, tu as raison de le faire », c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des petites voix qui disent « Je ne suis pas sûre, je ne suis pas d'accord ». Et en fait, tout ce qui va vraiment marcher, c'est les choses que je suis capable de faire parce que je me valide moi-même en disant ça, j'ai besoin de le faire et je n'ai pas besoin qu'on me confirme que j'ai besoin de le faire parce qu'à l'intérieur de moi, c'est très clair, c'est ça mon élan, c'est vers ça qui me dirige. On ne peut pas faire valider un élan propre par le monde extérieur. Ah oui, je suis absolument convaincue de ça. Mais tout dépend de ce qu'on met dans ce mot génie. Qu'est-ce que c'est le génie? Pour moi, c'est pas un truc intellectuel forcément. Enfin, c'est pas un truc intellectuel tout court en fait. C'est pas en rapport avec l'intelligence. C'est pas en rapport avec quoi que ce soit qu'on puisse normer. Pour moi, le génie, c'est comme quand un chat vient ronronner sur nos joues le jour où on a un gros chagrin, où on a reçu une mauvaise nouvelle et on n'est pas bien. C'est le génie du chat de venir nous consoler en ronronnant sur nos genoux à ce moment-là. On a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui va trouver sa juste place et qui va éclairer le monde autour de lui. Pour moi, c'est ça le génie. Donc oui, bien sûr, on a tous une grande valeur à offrir et à transmettre. Et c'est marrant, j'avais oublié que j'utilisais ce mot-là beaucoup, mais ça me plaît parce que ce contre quoi je lutte, en fait, c'est le dénigrement. C'est-à-dire qu'on a tous une couche de jugement dans laquelle on s'enferme qui nous fait croire qu'on est insuffisant. Et c'est ça qui nous empêche d'accéder à notre génie. C'est la question la plus difficile.
Mais bon, en même temps, voilà, j'ai été très honnête dans mon livre, donc c'est vrai, je me suis posé la question et je trouve que c'est trop difficile à définir. Mais tu ne me demandes pas ce que c'est, hein, tu me demandes à quoi ça doit servir et ça, pour le coup, c'est quand même plus facile. Moi, mon objectif, et c'est ce que j'écris, c'est de rendre de la liberté. On est enfermé dans tout un système de croyances, que le monde attend de nous ci ou ça, que nous, de toute façon, on n'est pas intelligent, on ne pourra jamais ceci, on est trop bête pour ça, on n'est pas assez beau pour ça, ou que de toute façon, les gens qui sont généreux se font marcher dessus, donc il faut être égoïste dans la vie ou je ne sais quoi. On est enfermé dans un tas de trucs comme ça. Et moi, quand j'accompagne les gens, j'ai un peu l'image que je les délivre de tout un tas d'entraves qui se sont accrochées eux-mêmes aux poignets, aux chevilles, aux genoux. Euh, donc, c'est rendre de la liberté. Moi, je trouve ça fascinant parce que les gens, ils se mettent à faire des trucs qui les étonnent eux-mêmes, qui m'étonnent complètement. J'adore être surprise par le chemin qu'une personne va prendre. Donc, pour moi, ça sert à ça, à s'étonner soi-même, à retrouver tellement de liberté qu'on ne se reconnaît plus, qu'on découvre des facettes de nous complètement différentes et qu'on construit des chemins complètement inexplorés. Oui, oui, je comprends ta question. J'aime bien cette notion de l'anti-routine du psychothérapeute. J'aime bien ta formulation, ça me plaît. Euh, il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse qui parle de moi, qui est que, en fait, je pense que c'est vraiment ma nature. Je suis quelqu'un de curieux. Quand j'ai compris un truc et j'ai besoin d'en apprendre un autre, enfin voilà, tout le temps, puis je me pose des questions. Je ne suis jamais satisfaite avec tout ce que j'ai, tout ce que je sais. J'ai besoin de chercher encore, de creuser encore. Voilà, ça, je suis comme ça. Je pense que je serai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, dans mon travail, je suis aussi avec ce que je suis, donc avec cette nature-là où j'ai tout le temps besoin d'aller chercher des nouvelles façons de faire, de façons de regarder, de façons d'entendre. Mais c'est vrai que c'est aussi une manière de se protéger des certitudes, des idées toutes faites. Comme je te disais tout à l'heure, je me méfie des recettes. Les recettes, parfois, elles marchent très bien, parfois, elles sont catastrophiques. Je pense que ce qui est dangereux dans ce métier-là, c'est quand quelqu'un arrive avec un problème et qu'on dit « Ah, je sais quel est votre problème, j'ai la solution ». C'est ça qui est dangereux. Et, j'ai peur de ça et je suis contente d'avoir peur de ça et de faire attention à ça. Donc, ce besoin de me réinventer sans arrêt, il est là pour protéger la personne que j'accompagne d'une forme de certitude excessive que j'aurais pu construire et qui l'enfermerait dans un système de pensée qui est le mien et qui n'est pas le sien. Donc ça, c'est vraiment un principe qui est hyper important dans ma pratique. Et puis les recettes, c'est aussi… moi, je ne sais pas appliquer les protocoles, j'aime pas ça, ça m'ennuie. Je trouve qu'on est beaucoup dans une société contraignante où il y a des bonnes manières de faire et des mauvaises manières de faire. Il y a beaucoup de « il faut ». Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller remettre du plaisir. Et si moi, je n'ai pas de plaisir à faire, si je n'ai pas de plaisir à accompagner l'autre, comment la personne va pouvoir retrouver du plaisir dans son expérience? Donc, il y a ça aussi, créer du jeu, c'est une manière de jouer. Enfin, c'est très important de jamais faire, de pas toujours faire la même chose. Après, il y a des trucs, j'ai des protocoles qui marchent bien et sur lesquels je m'appuie de façon régulière. Puis peut-être que j'ai peur qu'on se dise elle fait tout le temps la même chose, ça n'a aucun intérêt. Je sais pas. Certainement, mais en tout cas, je m'appuie sur ce besoin de me renouveler et d'aller puiser des nouvelles choses. Et je suis toujours surprise de ce qui sort. Pour beaucoup de raisons. Parce que j'ai beaucoup dans ma clientèle de gens qui exercent un contrôle mental et intellectuel important sur leur vie. Et que moi, entrer dans l'argumentation, ça n'aurait pas de sens, ça serait stérile. Et que je sais que c'est pas là que ça joue. En fait, quand je sors des jouets, je crée un effet de surprise. Donc déjà, je sors la personne d'un champ où elle peut contrôler les choses. Donc, je l'oblige à me montrer du naturel, de la spontanéité. Souvent, on est comme des animaux blessés. Hein. On protège nos blessures. On ne laisse pas les gens accéder à nos blessures. Donc, la personne qui vient me solliciter pour l'accompagner, elle me place toujours dans une situation d'injection paradoxale
en disant soigne-moi, mais je ne te montrerai pas là où j'ai mal parce que ça fait trop mal et ça fait trop peur. Donc, je suis toujours obligée de jongler avec ça. De temps en temps, je suis obligée de respecter le truc de tu veux pas que j'y aille, j'y vais pas. Et puis de temps en temps, je suis obligée de forcer un peu le chemin pour dire en même temps, si on n'y va pas, je vais jamais pouvoir t'aider, donc on y va quand même. J'enlève le pansement et puis ça pique et on va désinfecter. Donc c'est une manière de faire ça, de sortir, dans une zone où la personne elle a pas le contrôle, elle sait pas à l'avance ce que je vais lui proposer, donc elle peut pas se préparer, elle peut pas contrer le truc, elle peut pas anticiper. Ça, c'est une des premières raisons. Une autre raison aussi, c'est que, je m'adresse à l'enfant. Souvent, c'est l'enfant qui est blessé et c'est pour ça que l'adulte, il a pas la réponse. Parce que l'adulte, il essaye de résoudre le problème de l'enfant avec des réponses d'adulte. Alors qu'en fait, il y a un petit enfant à l'intérieur, qui s'exprime mal, qui casse tout, qui fait des bêtises, qu'on est en train de gronder sans arrêt et qui a besoin d'être consolé. Donc, je lui donne des jouets, puis j'écoute et je regarde ce qu'il me raconte, cet enfant. Hem et puis, parce qu'il y a beaucoup parce que les choses importantes, les choses qui nous blessent, les choses, qu'on a besoin de rencontrer et qu'on a peur de rencontrer et que même si on a envie de les rencontrer, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on ne connaît pas le chemin, c'est des choses qui, en général, ne peuvent pas prendre le support des mots. On n'a pas de mots à cet endroit-là, on n'a pas de mots quand on a trop mal, on n'a pas de mots quand on a trop peur. Et du coup, dessiner, plonger ses doigts dans la peinture, faire une expérience sensorielle, ça exprime beaucoup plus de choses. Avec des mots, on va faire le tour du sujet 10 fois, mais on va rester dans une zone intellectuelle où l'enfant blessé, il est pas invité. Avec des jouets, ça marche. Avec des jouets, on raconte plein de choses. Enfin, il suffit de regarder des enfants jouer entre eux et on voit déjà de quoi ils sont imprégnés dans leur système familial, qu'est-ce qu'ils ont compris, comment ils conçoivent les rapports entre les gens. C'est fascinant tout ce qu'ils nous racontent quand on les regarde jouer. Donc, je demande à la personne de me raconter comment est son monde intérieur. Et elle ne peut pas me le dire avec des mots. Elle peut me le dire avec de la peinture, elle peut me le dire avec des jouets, elle peut me le dire avec des dessins, elle peut me le dire avec des sons, elle peut me le dire avec des postures corporelles. Pour moi, la notion du soin, c'est vraiment la même que quand j'écris dans mon cahier et qu'on me demande de faire preuve de plus de soin parce que c'est pas très joli et que j'ai fait trop de, trop de trature. C'est accorder de la valeur. Pour moi, le fond du fond de cette pratique d'accompagnement, c'est d'indiquer à la personne qu'elle est précieuse. Une chose précieuse, je vais en prendre soin. Si j'ai une montre que je considère très précieuse parce qu'elle était à mon arrière-grand-père, elle est un peu fragile, etc., je ne vais pas la laisser traîner n'importe où, la laisser tomber n'importe où. Je vais peut-être la dépoussiérer de temps en temps, la ranger dans une boîte ou la mettre derrière un truc en verre pour pouvoir la regarder. Si j'ai une voiture, que j'adore les voitures et que je me suis acheté ce truc-là, cette voiture-là toute neuve, je vais peut-être mettre une housse dessus dans mon garage pour qu'elle ne s'abîme pas. Je vais peut-être l'emmener pour se faire nettoyer régulièrement. J'en prends soin. Si j'aime pas mon corps, que je le considère pas comme précieux, je vais pas pouvoir en prendre soin. Si je m'aime pas moi, je vais pas pouvoir prendre soin de moi. Donc pour moi, prendre soin, c'est indiquer à la personne vraiment dont je m'occupe à quel point elle est précieuse pour l'inviter progressivement, et ça passe par plein de chemins différents, mais à rétablir cette relation de soin avec elle-même, de dire je suis précieuse et je vais prendre soin de moi comme je prendrais soin de cette vieille montre de mon grand-père ou de cet objet en cristal ou de ce tableau de maître. Voilà. Ça, c'est mon histoire. C'est à force de travailler sur moi et de démêler mon histoire, j'ai mesuré ce qui m'avait manqué, à quel endroit ça m'avait manqué, de quelle façon ça m'avait manqué et ce qui m'avait aidé, ce qui m'avait soutenu, à quel moment ça m'avait soutenu et de quelle façon ça m'avait soutenu. Et je pense que c'est vraiment de ces constats-là très profondément appuyés sur ma vie et sur mon histoire que j'ai voulu partager cette notion de bienveillance, mais surtout la façon dont je l'exprime dans le livre, c'est que c'est un mot qu'on partage beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de fond. Ça peut être une espèce de greenwashing de la bienveillance. Il
il y a plein de gens qui disent on est bienveillant, et puis c'est quoi la bienveillance? De quoi ça parle? Par quoi ça passe? J'ai vraiment eu besoin de me poser cette question-là pour écrire ces livres en disant accueillir quelqu'un avec bienveillance, c'est quoi? C'est pas juste être souriant et poli. Parfois, ça suffit d'être souriant et poli quand le cœur y est, mais parfois on peut être souriant et poli et être profondément destructeur. Donc j'avais vraiment besoin de m'interroger plus précisément sur qu'est-ce que ça veut dire bienveillant. Et j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me racontent des situations qui les plongent dans la confusion parce qu'elles ont l'impression que la personne en face d'elles a été bienveillante et elles se sont senties pour autant blessées. Et donc, ça crée une discordance. Je ne devrais pas me sentir blessée si la personne, elle a été bienveillante. Et donc, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a fait défaut? Qu'est-ce qui a dérapé? Et en quoi, là, cette bienveillance apparente n'en était pas? Donc, j'ai vraiment eu besoin de démêler. Et c'est vrai que dans le livre, je détaille 3 composantes de la bienveillance qui sont, à mon avis, toutes les 3 essentielles et qu'on ne trouve pas forcément. Des fois, la bienveillance, elle peut être seulement sur un seul plan. Mais par exemple, si tu souffres et que j'ai envie de t'aider et que du coup, je fais tout à ta place, il manque de la bienveillance à l'endroit où je te fais confiance de résoudre ton problème toi-même. Et ça fait partie de la bienveillance, cette notion de dire j'ai envie de t'aider, je suis désolée que tu souffres, ça me fait de la peine, je me laisse toucher par ton histoire, mais je sais que tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Et parfois, c'est quelque chose qui n'est pas présent. Ou parfois, il y a ce vas-y, tu peux le faire, je crois en toi, qui est très bienveillant. Mais par ailleurs, il y a un truc hyper froid qui dit j'en ai rien à foutre de ce que ça te fait, tant pis par où tu passes, démerde-toi. Et là, on est dans un truc de je te fais confiance qui est plus très bienveillant. Donc voilà, j'avais besoin d'aller sentir que c'est pas si simple que ça en fait. Derrière un mot qu'en apparence tout le monde comprend, il y a une réalité qui a beaucoup de facettes et qui n'est pas si facile que ça à appréhender. Dans mon livre, j'ai 3 aspects. Il y a vraiment pour moi, la première partie, je ne les nomme pas comme ça dans le livre, je pense, mais la première partie, c'est la candeur. C'est-à-dire que je t'écoute et je rentre à l'intérieur de toi. Je mets mes pieds dans tes chaussures et j'essaye de sentir ce que ça fait. C'est-à-dire que je ne te juge pas. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas mieux que toi, je ne sais pas à l'avance. Je te demande juste de m'expliquer, de me raconter. Voilà, je fais le chemin jusqu'à toi. Pour moi, ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est je me laisse toucher. C'est-à-dire qu'une fois que je suis à l'intérieur de toi, de ton expérience, que j'ai fait tout ce chemin-là pour essayer de sentir et de te comprendre, sans coller mes idées à la place, je dis, ah ben ça doit faire mal. Et en fait, j'ai pas envie que tu aies mal. Donc, ça me fait souffrir de savoir que tu souffres. Et ça, pour moi, c'est la deuxième dimension. C'est l'empathie. L'empathie saine, parce que l'empathie, ça peut être excessif aussi. Enfin, voilà, mais l'empathie de dire bah, j'ai pas envie que tu ailles mal en fait. Comme quand on voit un enfant qui pleure et qu'on a envie de le prendre dans les bras pour le consoler, on n'a pas envie de laisser l'enfant tout seul avec sa détresse. Pour moi, ça c'est la deuxième composante. Et puis la troisième composante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire maintenant j'arrête de te consoler parce qu'en fait ton problème, je sais que tu vas le résoudre tout seul, je sais que tu peux, même si tu as peur, même si toi tu y crois pas, moi j'y crois et je sais que tu peux. Donc vas-y, je te regarde réussir. Et je me réjouis pour toi quand tu réussis. Et des fois, on voit bien dans les endroits où ça dysfonctionne dans les relations, il y a des relations où je souffre quand tu souffres, il circule bien, mais le je me réjouis quand tu réussis, il circule pas. Et du coup, il y a un déficit de bienveillance de ce côté-là. Ou bien il y a je me réjouis quand tu réussis qui circule et le je souffre quand tu souffres qui circule pas. Et ça aussi, ça crée un vrai déficit en termes de soutien. Et puis, il y a des fois, ah oui, je vois ton problème, j'ai envie de t'aider à le résoudre et donc je te dis comment faire. Et là, je plaque mon expérience sur la tienne. Et ça aussi, c'est un déficit de bienveillance, d'une certaine façon. Et tout ça, c'est en général animé des meilleures intentions qui soient. En fait, on n'est pas forcément bienveillant parce qu'on a décidé d'être bienveillant. C'est plus compliqué que ça. Donc, j'avais envie de faire passer ce message-là dans mon livre. La première réponse qui me vient, c'est écoute. Avant de savoir, avant de parler, commence par te taire et écoute. Écoute longtemps. Moi, dans une séance d'accompagnement, j'écoute, je laisse la personne parler sans l'interrompre pendant 5 minutes, 10 minutes. Sur une séance d'1 heure,
on a largement le temps d'échanger ensuite et de réagir. Mais ça peut paraître long, c'est rare en fait, on n'écoute jamais quelqu'un pendant 5 minutes ou 10 minutes. Et déjà rien que ça, heu, on laisse la personne, déposer beaucoup plus d'elle-même. J'ai une patiente qui m'a dit une fois, «Mais vous m'écoutez sans m'interrompre, mais j'ai pas l'habitude, on n'a jamais fait ça, je il faut que vous m'interrompiez parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler». Je lui ai dit: «Non, je vous écoute». Mais rien que ça, déjà. Donc on croit qu'on sait, en fait, on sait rien du tout. Donc pour moi, le premier message, c'est ça et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec tous ces exemples et voilà. Heu, parce que j'aime me laisser surprendre par l'autre. Donc pour ça, il suffit de l'écouter. En fait, je suis au cinéma, moi, quand je suis dans une séance, j'écoute l'autre, puis ouais, ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. S'il faut retenir une chose, c'est ça. Et puis la deuxième, c'est, heu, c'est ce que je dis dans ma conclusion, je pense, c'est que en fait, quand on a envie d'aider quelqu'un, on a tous le pouvoir d'aider quelqu'un, parce qu'il y a rien à savoir de spécial. Il faut juste, écouter, se laisser toucher par l'autre et dire, «Je vais rester avec toi et tu vas y arriver». Et on est tous capables de faire ça, si on se débarrasse de nos idées reçues, de notre désir de bien faire excessif, et cetera. Et par ailleurs, de faire ça avec soi-même, c'est-à-dire d'arrêter parce qu'on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec le monde extérieur et de dire: «Mais j'arrête de me maltraiter sur que je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, mon nez il est trop gros, ma maison elle est pas assez rangée, je dors trop longtemps, je devrais me lever plus tôt le matin» ou je ne sais quoi. Hem, heu, de devenir plus sympa avec nous-mêmes. Vraiment, pour moi, c'est très simple, en fait. Je me dis: «Il y a rien de compliqué dans ce que je viens de dire», mais voilà, pour moi, les messages les plus importants, qui sont vraiment très, très, très importants, pour moi, c'est ça.